passer de la politique à quelque chose d'un peu plus reposant. On va essayer de feuilleter quelques livres. On va faire ça avec Gaël Guiton dans Cosmo Réunionnais. Gaël Guiton qui est sur son 31. Bonsoir. Bonsoir Jasmine. Non, pas une nouvelle occasion. robe. Non, pas d'occasion, j'aime bien les robes. Ah non, bah écoute. C'est une de mes passions, les robes. Magnifique. Merci. Magnifique. Et nous avons avec nous donc Élodie Lorette, auteur pays. Bonsoir. Bonsoir. La question c'est pourquoi Élodie Lorette est sur ce plateau? Pourquoi Élodie Lorette? Alors Élodie Lorette, c'est une rencontre via les réseaux sociaux où une copine m'avait partagé le profil d'Élodie qui sortait un roman en auto-édition. Je suis pas particulièrement fan, je le dis souvent, de l'auto-édition, donc j'ai voulu regarder un peu le profil d'Élodie Lorette qui était très intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai eu une agréable surprise. C'est Élodie d'ailleurs qui va présenter son livre, Chronophage. Et une agréable surprise, et je voulais vraiment vous la présenter parce que c'est une auteure qui a un gros potentiel et beaucoup de talent et qui nous a proposé un premier tome fortement intéressant. Je vous laisse feuilleter ce Chronophage. Oui, alors, le premier roman, du coup, s'appelle Le Chronophage, c'est un tome 1. Montrez à la caméra, okay, ouais. D'accord. Voilà. Donc, ça s'appelle Le Chronophage, c'est un tome 1, c'est un roman jeunesse. Et pour pitcher rapidement l'histoire, donc c'est l'histoire de Cornelia, une adolescente. Juste une question avant de revenir à Cornelia. Quand on dit c'est pour la jeunesse, chronophage, c'est un mot que la jeunesse capte ou... Capte pas forcément. Alors, il y a un sous-titre qui s'appelle La montre à gousser. Là, il y a peut-être un peu plus de... D'accord. Mais ouais, ça a une symbolique aussi derrière. Et c'est pas parce qu'on comprend pas que ça va pas justement intriguer un petit peu le lecteur ou c'est une stratégie que j'accepte volontiers. Pas de souci. Alors, on était sur Cornelia. Oui, on était sur Cornelia. On parlait de Cornelia. Je m'excuse auprès de Cornelia. Il n'y a pas de souci. Donc, Cornelia, c'est une adolescente de 16 ans. Il faut savoir que le roman se passe en Angleterre, donc dans une ville fictive d'Angleterre. Cornelia a 16 ans. À l'âge de 5-6 ans, son père a disparu en lui léguant une montre à gousset. Et depuis, tous les horloges, tous les réveils retardent à chaque fois qu'elle passe à un endroit. Et donc, du jour au lendemain, la montre à gousset arrête de fonctionner. Et donc, Cornelia va essayer de comprendre pourquoi. Et aussi, en faisant quelques recherches, elle va commencer à enquêter sur les raisons de la disparition de son père. Et là, on bascule un petit peu dans un univers un peu fantastique, donc avec des éléments un peu surnaturels. D'où le côté un peu mystérieux du titre. Ah, moi, avec le réveil qu'il y a sur les... Ça fait plus penser à Sherlock Holmes à cette époque-là. Mais bon. Ouais, il y a des influences très Sherlock Holmesques, on va dire. Ambiance steampunk, on dit. Comment, pardon? Ambiance steampunk, il y a une petite ambiance steampunk. C'est léger, mais on le sent, on ressent l'ambiance. Ah, d'accord. Ah, j'ai parlé début XXe siècle. Oui, voilà. Et... donc, c'est, encore une fois, j'allais dire, c'est de rentrer dans un voyage, dans un rêve, dans quelque chose que on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. C'est vraiment ce genre d'environnement que les jeunes apprécient dans la lecture. Oui. Ah oui, le fantasy est ce qui marche le plus au niveau des ados. Il y a tout un univers, toute une communauté autour de ces romans. C'est Harry Potter qui est arrivé et qui a entraîné les ados. Mais il y a toute une jeunes auteurs qui se lancent et qui nous proposent des choses vraiment particulièrement bien fournies. La façon qu'il a dit raconter, moi j'ai tout de suite vu le lapin bien sûr de Lewis Alice au Pays de Marais, oui. Tout de suite on crée on voit tout de suite l'environnement. Un lapin. Il n'y a pas de lapin. Oui, mais c'est une influence. C'est une influence, le lapin. Oui, le côté être toujours en retard. D'ailleurs, son meilleur ami aussi lâche la vanne un peu là-dessus, quoi. Le fait d'être tout le temps en retard, du coup, parce que les réveils retardent. Donc forcément, ça enclenche le processus d'être en retard. Et surtout d'être toujours en décalage par rapport au monde des adultes. Oui, aussi. Oui, il y a son regard à elle. Et son chemin, c'est un roman initiatique aussi, ce que d'ailleurs j'adore dans les romans jeunesse, c'est les ados sont face à l'adversité et vont avancer avec leur propre parcours, même s'il est court, mais faire leur propre jugement, ils vont grandir par rapport aux expériences qui leur tombent dessus. Et pourquoi je pose cette question-là? Parce que actuellement, avec ce contexte Covid, on a l'impression que le monde évolue. On ne sait pas dans quel sens. Je ne vais pas être prétentieux de croire que je le sais. Je ne le sais pas. Mais de construire ce monde,
quel monde? Avec, par exemple, on parle du masque, on parle de prendre des précautions, on va plus dans les bars, on ne peut plus aller faire les choses qu'on faisait avant sur la plage. Le monde bouge. Est-ce que ce monde-là, j'allais dire, est-ce que c'est ça qui intéresse ou pas? Mais dans l'évolution, dans ce livre, dans Chronophage, elle construit son monde ou elle essaye seulement de comprendre ce monde? Alors, pour répondre à la question, je vais peut-être justement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec le fait que les ados aiment bien le fantastique, etc. Je pense que, c'est dû au fait que l'adolescence, c'est pas forcément un passage qui est facile. Et du coup, souvent, les ados ont besoin de se réfugier parfois dans un monde un peu alternatif, et d'où l'intérêt du fantastique, de la science-fiction, des sciences... de la littérature, de l'imaginaire. Et pour moi, en fait, la fiction, ça va aider à comprendre le monde, à mieux se comprendre soi-même. Et du coup, c'est ça aussi le rôle de la fiction. Et je pense que les auteurs, les artistes ont un rôle à jouer aussi dans ce qu'ils peuvent proposer comme vision du monde et donc comme filtre pour comprendre aussi ce qui se passe actuellement. Alors, pas forcément de front, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, ce sont des problématiques qui vont soulever des émotions, des réflexions, qui peuvent être retrouvées dans les livres, mais justement déguisées, avec une forme de masque, avec une histoire, avec des personnages, avec lesquels on va raisonner, avec lesquels on va cheminer aussi dans une forme de réflexion sur un thème, sur une émotion. Et comme tu disais, c'est aussi un truc initiatique, en fait, où on évolue, quoi. Si on prend Oliver Twist, si on prend le héros de l'alchimiste de Paul Coelho, la démarche est pas le même entre l'initiation dont parlait tout à l'heure Gaël, entre un Oliver Twist qui va regarder la vie de manière positive, quel que soit un petit peu comme le héros de Mark Twain, j'ai oublié son prénom, c'est quelqu'un qui aime pas l'école mais qui adore Tom Sawyer, qui adore créer son petit monde. La question, c'est savoir aujourd'hui, c'est là-dedans, la question est peut-être un peu embarrassante, mais qu'est-ce que cherche un jeune finalement? Par exemple, là-dedans, qu'est-ce que cherche Cornelia? Alors elle, par exemple, elle cherche des réponses sur l'abandon de son père, qui est un élément qui l'a transformé. En fait, on est tous aussi le résultat d'une blessure qui nous a touchés plus ou moins dans notre passé. Et surtout, je pense que les adolescents se reconnaissent... c'est le moment où on construit une identité. Et donc forcément, quand il y a des blessures ou quand il y a des choses qui sont non résolues, on va essayer de comprendre, de chercher, de composer avec ça, de se créer un puzzle un peu identitaire. Et je pense que la quête identitaire, et ce que tu disais un peu la quête initiatique, c'est quelque chose qui peut parler en fait aux jeunes, quoi. Je pense que vous êtes vraiment bien placé pour répondre à cette question. On voit qu'on soit adolescent en devenir, qu'on soit adulte déjà mature, qui a déjà réalisé une part de sa vie, ce retour au passé est nécessaire à un moment donné, quelle que soit la personne, parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'a pas été résolu. Oui. Moi, j'aime bien la comparer à un pot de terre, en fait. La terre qui a été mise en place et la feuille la plante ou la fleur qui pousse. Et selon le terre, comment elle a été confectionnée, comment elle pousse. Et peut-être s'il faut revoir un peu le pot de terre pour le modifier, pour qu'elle devienne jolie. Voilà. Je compare souvent ma vie c'est pour ça que j'ai un tatouage avec une plante, avec une fleur, une marguerite, parce que la marguerite, il faut qu'elle éclot et il faut revoir un peu la base. Et justement, par rapport au livre, et parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui lit beaucoup et qui a eu dont vraiment beaucoup d'histoires, par rapport à cette histoire-là, est-ce que c'est, j'allais dire, un peu innovant? Est-ce que là, c'est un adolescent qui va essayer de comprendre son passé parce que pour pouvoir avoir son socle pour grandir, ou c'est quelqu'un qui a envie de rêver aussi? Il y a une trame, alors je vais pas la dire parce que je veux laisser la surprise. Il y a une trame qui m'a beaucoup touchée et qui touchera surtout les adultes en fait. Il y a une quête, nous en tant qu'adultes, plus on avance dans la vie, je sais pas comment l'expliquer, un rêve, on a un rêve que peut-être que la jeunesse n'a pas encore parce que elle est dans l'avenir. Nous, on est, je veux dire pas qu'on approche de la fin, mais on a vécu. Et il y a cette trame qu'elle met en place, Élodie, que j'ai perçue, qui m'a vraiment plu et qui m'a touchée en tant qu'adulte. Après, il y a tout ce qui est l'amitié, le deuil qui est impossible à faire pour une ado de 16 ans. Il y a cet ado qui a l'avenir, mais qui va essayer de modifier un peu ce qui se passe autour d'elle pour
pour de l'espoir, parce que c'est ce que j'adore dans la littérature jeunesse, c'est qu'il y a un message d'espoir pour l'avenir. Et je sais pas si j'ai été claire. Il y a ce message d'espoir dans il faudra le trouver, je suppose. Oui, ça va venir avec les autres tomes, mais on sent quelque chose, mais je dis, je veux pas le dire, parce que je veux leur laisser découvrir cette trame qu'elle met en place, et j'attends qu'elle développe sur ça, et qui touchera l'adulte, surtout. Et ce qui reste toujours, et là je le dis devant l'auteur, ce qui reste toujours, je pense, Gaël, c'est que c'est la façon que l'auteur amène ce plan pour l'avenir. Et souvent, ça surprend. Oui, ça surprend. Ça nous met face aussi à des questionnements personnels. C'est ce que j'adore. Quand un livre, pour moi, est très bien réussi, c'est quand on nous met face à des questionnements personnels, on nous met face à ce qu'on a des actes passés aussi. On va se dire, on a peut-être mal fait, et voilà. Et ce qui est bien dans un livre, c'est ça. Et pour un ado aussi, surtout quand on est devant face à une large palette d'avenir, parce qu'il a tout à faire, l'adolescent. En sortant de l'école, dès qu'il a le bac ou avant, ou s'il sort du CAP ou PP, il a tout son avenir à construire, et donc se dire, j'ai toutes ces possibilités, qu'est-ce que je veux faire en fonction de moi. Et pour amener le lecteur à s'intéresser vraiment à Chronophage, la question c'est, est-ce qu'il y a ne serait-ce une once d'autobiographie là-dedans? C'est toujours le genre de question qu'on me pose. Gaëlle, elle m'a interviewé la dernière fois, elle m'a posé la question. Moi, j'aime bien quand le lecteur, il peut pas trop savoir, en fait, où est le vrai, où est le faux, parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux. La fiction, elle est toujours fiction. C'est-à-dire qu'on prenne des éléments soi-disant vrais ou faux, ça n'a pas d'importance, en fait. Je pense que la fiction doit se suffire à elle-même aussi, elle doit se tenir, quoi. La question, elle se pose pourquoi? Parce que lorsqu'on se dit, ça c'est un élément qui est concret, qui a été vécu, donc c'est plus solide. Quand on prend un élément qu'on dit, ça c'est de la fiction, on ne sait pas si on peut l'utiliser ou pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on essaye toujours de séparer les deux pour essayer de savoir sur quel élément qui peut être tangible. Je pense que écrire de l'autofiction ou de l'autobiographie, c'est pas le plus simple en fait. Parce qu'on est souvent très mal placé pour avoir une distance avec soi-même et pour avoir une distance avec les événements qui se sont passés. Donc souvent, c'est pas des éléments qu'on croit qui sont vrais ou pas vrais en fait. Oui, mais la personne qui lit, généralement, essaye de trouver des éléments qui peuvent leur servir. Les gens essayent de regarder, quand on lit une histoire, quand on se compare, on essaye aussi de se mettre dans l'histoire, on essaye de dire comment moi j'aurais agi si j'avais été. On voit que quelque part, on a besoin d'éléments pour soi. Et Gaëlle, je lui pose la question à elle, quand elle lit, c'est parce que ça lui apporte aussi des éléments. Oui, il y a alors moi, il y a plusieurs lectures. Il y a des livres qui font écho à ma vie, où là, je vais être complètement dedans, et souvent je finis en larmes. et surtout, je vais juger en disant, est-ce que l'auteur l'a réussi, ou est-ce qu'elle a fublé, elle a menti en fait. On sent quand l'auteur n'est pas sincère. Après, il y a d'autres romans où c'est pas du tout mon univers, mais l'auteur va me prendre la main et va m'inviter dans son univers. J'insiste beaucoup sur tendre la main et l'inviter. Et là, à ce moment-là, je suis en mode empathie, et je prends les émotions que l'auteur accepte de me donner. Et on voit bien que c'est pas seulement le plaisir de lire, d'évasion. On a besoin d'avoir des éléments, pas seulement de comparaison. Non, et surtout une ouverture, j'insiste beaucoup, c'est lire, c'est s'ouvrir l'esprit sur ce qu'on ne maîtrise pas dans notre vie, parce qu'on a des œillères, on est dans notre cocon, et il y a plein de choses qui se passent autour de nous on n'est pas capable de donner un jugement, parce qu'on a souvent des jugements hâtifs, et il permet de pouvoir lire toute une palette de livres et toute une palette d'éléments, de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous permet d'avoir une ouverture d'esprit, et après une culture générale, et pouvoir discuter, échanger, et voilà. Élodie, la question va paraître peut-être un petit peu bizarre ou étrange, mais je vais la poser. Je veux dire, quelque part, là, dans cet ouvrage, est-ce qu'il y a des éléments de l'adolescence, de l'enfance, de l'adolescence, qui fait que ça amène quand même Élodie Lotte à s'interroger sur ces moments-là? Oui. En fait, on parlait tout à l'heure de l'identification ou non. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est l'identification au personnage. Et créer un personnage, c'est permettre au lecteur de pouvoir s'identifier. Donc, retranscrire des éléments
de l'adolescente qui sont propres à l'adolescence, par exemple des questionnements justement identitaires sur le futur, sur l'avenir, sur le passé, et aussi sur des thématiques. Alors moi, il y a une thématique qui est centrale au cœur du roman, d'ailleurs c'est le temps, mais non seulement le temps, mais notre rapport au temps et notre rapport à la mortalité. Et je pense... voulais pas le dire. La jeunesse éternelle, voilà, je voulais pas le dire. Non, mais ouais, c'est juste tout simplement, sans rentrer plus dans les détails, c'est notre rapport à la mortalité. Voilà, on a tous un rapport différent avec la mortalité, quoi. Je voulais pas le dire tout à l'heure parce que je voulais laisser la surprise, mais c'était ça. Parce que c'est un peu un thème central quand même. C'est ça pourquoi je disais ça, pourquoi je pose cette question, c'est que quelque part là-dedans, c'est cette recherche. L'éternelle jeunesse ou la mentalité, c'est... Est-ce que quelque part, Élodie, elle a franchi le cap? C'est-à-dire qu'elle a dit, moi j'ai envie de partir, moi j'ai envie de vivre ça. Est-ce qu'elle s'est projetée ou elle s'est dit, non, là, je m'arrête là? Il faut lire le livre pour savoir. Voilà, c'est ce que... Je voudrais faire une précision sur Élodie. Elle a un très beau parcours au niveau des études. C'est pour ça que je l'ai lu. Je voulais préciser. Elle a fait un master en création littéraire. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à aller la voir. Donc je préfère vraiment préciser. J'ai un travail abouti, propre. Et surtout, on sent l'expérience de ses études. Et je voulais vraiment préciser. La jeune réunionnaise, quand elle a été à Paris ou quand elle était à Londres pour ses études, est-ce qu'elle a justement, elle s'est retrouvée dans un univers où on s'est dit, c'est waouh. Double sentiment. Alors j'étais ni à Paris ni à Londres, j'étais en France et en Angleterre, mais souvent les gens ramènent aux capitales, c'est incroyable. Elle était dans une belle ville, qui est Toulouse. Ouais, j'étais à Toulouse. Okay, Toulouse et Leeds pour l'Angleterre. Que je connais aussi. Voilà. Leeds, je l'ai connu grâce à un footballeur, donc ça m'étonne pas. C'est pas une bonne référence. Donc on a cette sensation d'être dans un univers complètement pas maîtrisé, incroyable, qui fait rêver, qui fait peur en même temps. Ouais, c'est ça, c'est un double sentiment, c'est-à-dire qu'il y a la magie de la découverte au départ, on est les yeux émerveillés de partout, de tout est différent, tout est inconnu, quoi. Et en même temps, c'est tellement différent parfois que ça en devient un peu déstabilisant, effrayant. Et aussi, il y a forcément, au bout d'un moment, le mal du pays, quand même, qui revient. Chronophage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un c'est de profiter du temps un maximum, c'est de profiter de la vie jusqu'à ne plus avoir soif. C'est se poser des questions sur notre rapport à la vie et notre rapport à la mort. Et comment utiliser son temps. Ouais. Voilà, comment le temps est utilisé. Parce qu'il est utilisé à bon escient. Mais c'est ça, cette question-là, elle est un peu paradoxale. Parce que quand on prépare un projet, quand on prépare son projet, il faut prendre le temps de bien le préparer. Après, on peut en profiter. Mais on ne peut pas profiter du projet, profiter du temps pendant qu'on prépare un projet. C'est pour ça que lorsqu'on dit il faut bien profiter du temps, je trouve ça souvent très paradoxal quand on pose ce genre on met ce genre de posture en avant. Ouais, et puis surtout, je pense que c'est quand on pose ce genre de questions qu'on se rend compte de notre rapport au temps, sinon on est tellement pris dedans, en fait, on est dans le fleuve, quoi. Ouais. On n'est pas hors du fleuve, on est dedans, donc forcément... Et c'est là c'est un autre paradoxe, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention au temps, c'est que ça ne pose pas de problème. Donc on profite du temps, mais on ne sait pas qu'on en profite. Il faut savoir qu'on en profite. Est-ce qu'il faut savoir qu'on en profite? Voilà. Et c'est pour ça que je disais, à chaque fois, on retombe dans des paradoxes. Mais je pense que du coup, justement, en fait, la lecture, et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que la lecture, ça permet des parenthèses aussi, où on peut se plonger dans ce genre de questionnement qui, franchement, on va pas non plus se poser ce genre de questions tous les jours au petit-déj, parce que c'est vrai que du coup, on s'empêcherait un peu de vivre, je pense. Alors, le temps, c'est ce qui va nous mettre fin à cet échange, puisqu'on est arrivé à la fin de ce temps qui nous est imparti. Merci Élodie, Laurette, merci Gaël et Guiton pour cet échange. En tout cas, ça a été très plaisant. J'espère vous revoir tous les deux sur ce plateau rapidement. Pour le tome 2. Pour le tome 2 au moins. En tout cas, merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir donné du temps. C'est essentiel. Merci à François et à Lalaine qui nous donnent de leur temps. Merci à vous. Je vous dis à bientôt.